Alors, quand je me suis installée et que le titre de média est apparu, j'ai entendu un cri de désespoir dans la salle de quelqu'un qui s'affolait de se dire qu'elle allait rien piger pendant toute la matinée. J'ai vu que Muriel m'a dit qu'il y avait des backgrounds assez différents entre vous. J'ai essayé de faire une introduction. En fait, ce qui s'appelle introduction dans ma table des matières va être très longue. C'est le résumé, à mon avis, des notions générales que j'espère que vous puissiez capter et retenir de mon cours. Ensuite, on entrera un petit peu plus dans les détails de manière un peu moins schématique, je dirais. Mais si vraiment vous nagez au-delà de l'introduction, ce n'est pas très grave si vous avez compris l'introduction. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire et j'espère que ça va marcher. J'espère aussi que je vais arriver à vous transmettre mon enthousiasme pour ce monde merveilleux des étoiles et le fait que sans elles, on ne serait pas là. C'est nos mamans. Et donc, je vais essayer de vous présenter maman. Mais on commence. En fait, la grande question, c'est de savoir comment on arrive à passer de ça, qui est la plus ancienne photo de l'univers qu'on ait. Je reviendrai sur les détails de cette image, mais disons, admettons que voilà, ça c'est l'univers tel qu'on peut le photographier maintenant, quand il avait quelque chose comme 400 000 ans, simplement, de vie. Comment est-ce qu'on arrive à passer de ça à ça? Alors, les détails de ça, vous allez les voir le reste de la semaine. Moi, je vais essayer de vous montrer comment on arrive à la possibilité de ça. C'est-à-dire qu'on part d'un univers d'hydrogène et d'hélium pur, et on arrive à un univers où il y a toutes sortes d'éléments lourds qui nous constituent et grâce auxquels on peut être là et discuter d'exobiologie. La traduction scientifique de l'image précédente, c'est ça, c'est ce schéma-là, où vous voyez les abondances d'éléments, des éléments chimiques en fait, en fonction de leur numéro de masse. S'il y a des notions qui pêchent un peu, n'hésitez pas à piailler. Et leur abondance, c'est donc une abondance qui est relative au silicium, c'est une échelle arbitraire en fait. Et donc en fait, voilà, comment est-ce qu'on arrive à n'avoir eu que ça et à tout d'un coup développer toute cette séquence qui est indispensable pour qu'on soit là. Et, un élément vous manque et tout est dépeuplé. C'est vraiment, il faut arriver à cette complexité chimique, et, enfin atomique, pour arriver à des planètes et à la vie. Donc, dans mon introduction, je vais vous présenter les acteurs principaux de cette scène merveilleuse de la nucléosynthèse. Et puis, on va déterminer deux étapes particulièrement importantes, la nucléosynthèse primordiale, qui démarre en fait tous les processus de fabrication des éléments chimiques, l'âge sombre qui suit, et la nucléosynthèse stellaire, qui va vraiment enrichir l'univers réellement. Donc ça, ce sera vraiment de manière très schématique et introductive. Ensuite, on va vraiment plonger dans les différents domaines, la nucléosynthèse primordiale, les premières étapes qui ont permis la formation des protons bêtement et de tout le reste qui a suivi. Qu'est-ce qui se fabrique pendant la nucléosynthèse primordiale? Vous verrez que pas grand-chose, mais c'est quand même fondamental. Et la fin des réactions. Ensuite, on optera pour la nucléosynthèse stellaire, où justement on va compléter ce fameux tableau périodique des éléments. Je vais vous introduire quelques bases d'évolution stellaire. De nouveau, là, ce sera relativement schématique. Et puis, on regardera donc toutes les différentes phases de nucléosynthèse qui ont lieu dans les étoiles. Et je ferai une petite digression vers l'évolution chimique des galaxies, qui est un petit peu moins mon domaine, mais juste pour vous parler de quelques notions qui me semblent intéressantes à avoir dans votre cursus. Les acteurs principaux, je vous les présente, ce sont les 4 forces fondamentales de la physique. Toutes sont indispensables pour le monde dans lequel nous vivons. Vous allez voir que la gravitation joue un rôle dans le fait que la nucléosynthèse puisse être possible. Ces deux forces, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte, j'aime bien les forces faibles, je trouve que c'est un concept original, mais voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, sont des forces qui sont absolument indispensables, alors elles, vraiment directement à l'évolution de la matière, et la force électromagnétique aussi, qui permet toutes les interactions entre les particules chargées, en fait, et donc permet, la plupart des réactions nucléaires sont liées à cette force électromagnétique. La force forte
Donc c'est ce qui maintient les quarks confinés dans les protons et les neutrons. Donc là, je ne vais pas entrer en détail là-dedans, évidemment. Il faudrait quelqu'un d'autre que moi pour vous en parler. Mais juste que vous sachiez que sans cette force-là, il n'y a pas de protons, il n'y a pas de neutrons. Et donc, il n'y a pas tous les éléments qui suivent dans l'univers. Les deux autres forces interviennent beaucoup plus directement dans les réactions entre les particules pour construire les atomes. L'autre acteur qui évidemment nous intéresse au plus haut point, ce sont les éléments chimiques. Là, je vous les présente sous forme du tableau périodique, où vous voyez vraiment directement le nombre de protons ici qui détermine en fait quel élément chimique il s'agit. Je ne sais pas si cette notion est claire pour tout le monde dans cette salle. Donc voilà, c'est juste à partir de vous comptez le nombre de protons dans un atome et vous savez à quel élément vous avez affaire. Ensuite, vous comptez le nombre de neutrons dans ce même atome et on va vous parler d'isotopes. Donc ce tableau périodique, je l'ai tronqué aux éléments naturels, je dirais. Depuis, dans nos labos, on a complété ça, mais avec des éléments qui sont tellement instables et avec une durée de vie tellement courte que je ne vais pas les considérer ici. Il faut aller au CERN pour aller les voir vivre. Donc comme je vous ai dit, une autre façon de représenter les éléments, c'est ce schéma-là, où vous voyez en fait ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Les éléments chimiques et les isotopes qui les composent ont des durées de vie plus ou moins différentes et on peut définir le petit chemin en noir ici où vous avez les éléments stables ou en tout cas relativement stables. De nouveau ici vous avez le nombre de protons, ici vous avez le nombre de neutrons, donc ici vous changez d'élément chimique et ici vous changez d'isotope, d'accord? Et on voit que tout n'est pas possible dans cet espace entre les protons et les neutrons. Toutes les positions ne sont pas possibles. Vous avez la vallée de la stabilité en noir, où là, vous avez des éléments stables et durables. Et puis, vous avez toute une zone un peu jaune et plus claire, où vous allez avoir des éléments qui sont radioactifs, c'est-à-dire qui ne sont pas stables, et qui vont devoir perdre un neutron ou transformer un proton pour se stabiliser, redevenir dans un état stable. Donc, comme je vous ai dit, le Z, c'est le nombre de protons qui définit l'élément chimique lui-même. A, c'est le nombre atomique qui est défini simplement par l'addition des protons et des neutrons. Et il définit l'isotope. Quand on parle de nucléosynthèse, la notion d'isotope est importante. Vous n'allez pas construire les mêmes isotopes par les mêmes chaînes de réactions nucléaires. L'autre acteur indispensable quand on parle d'évolution chimique de l'univers, c'est le temps. Vous avez ici un fil du temps schématique qui part depuis l'endroit le plus lointain où on arrive à remonter dans le temps de manière théorique, en fait. C'est appelé Big Bang dans le langage courant. C'est de plus en plus remis en question que ce soit vraiment un début. C'est le début de ce que nous, on peut comprendre et calculer et prédire. Mais, comme je l'ai marqué ici, c'est une singularité primordiale. Et quand on traite de notions avec un certain formalisme mathématique, et là on est dans le domaine des maths pour toute cette zone-là, il n'y a pas d'observation, on est vraiment dans le domaine des mathématiques. Quand on tombe sur une singularité, ça veut dire qu'on n'a pas le bon formalisme, en gros. Donc le Big Bang est une singularité parce qu'on n'a pas le formalisme mathématique, physico-mathématique qui nous permette de comprendre ce moment-là, en fait. En revanche, donc on peut espérer que le formalisme se développe et qu'on puisse mieux comprendre cette phase-là, et peut-être qu'il n'y aura pas du tout un début ici, contrairement à la notion qu'on en a. En revanche, ici, on a une observation, qui est la première image que je vous ai montrée, donc la première photo de l'univers prise dans la longueur d'onde des micro-ondes. Et on peut déduire, par rapport à ce qui nous aurait amené ici, on peut déduire, en remontant encore dans le temps, au-delà des observables, on peut déduire justement l'état de la matière dans des domaines où on ne la connaît pas de manière physique. Donc vous voyez qu'il y a toute cette zone qui est inconnue au niveau de l'observation. Il y a cette toute première observation de l'univers. Et vous verrez qu'on peut déduire quand même déjà pas mal de choses et contraindre pas mal de notre compréhension de la phase d'avant grâce aux particularités de ce qui se passe ici. Ensuite, il y a toute une zone d'âge sombre. Ça s'appelle l'âge sombre parce qu'il n'y a pas de source lumineuse. L'univers est devenu transparent. Les photons peuvent librement, les photons qui sont émis à cette zone-là
peuvent librement circuler dans l'univers, mais il n'y a pas de source de lumière, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge sombre. Pendant l'âge sombre, il va se passer plein de choses, vous allez le voir, et en fait, ça va permettre que les premières étoiles s'allument, et du coup que les premières galaxies, enfin une galaxie par définition étant un ensemble d'étoiles et de gaz, il faut des étoiles, on appelle ça une galaxie. C'est clair que l'espèce de structure qu'il y a avant les étoiles existe déjà, mais ça ne s'appelle galaxie qu'à partir du moment où les premières étoiles ont pu déjà briller. Notre Voie lactée est formée à peu près ici, ce n'est pas une échelle linéaire, hein, bien sûr, et le système solaire à peu près ici. Donc ça, c'est vraiment le temps est un acteur indispensable dans notre histoire. Alors que se passe-t-il avant cette fameuse émission de photons qu'on a pu capter et où on peut vraiment observer l'univers jeune? Je ne vais pas entrer très en détail sur ces aspects-là. Une étape qui est indispensable, c'est que 10 puissance moins 4 secondes après, donc un 10 millième de seconde après le moment où on peut remonter le plus loin dans le temps, vous avez la formation des protons et des neutrons. Ça veut dire que les quarks, dont je vous parlais, sont confinés dans ce qu'on appelle les nucléons. Les nucléons, c'est justement protons-neutrons. Et donc, on commence à avoir ces nucléons dans la soupe primordiale qui sont formés. Et puis, l'étape qui nous intéressera, c'est celle-ci, qui se passe entre 1 minute et 16 minutes. Donc, en un petit quart d'heure, il y a la nucléosynthèse primordiale. Après, vous pourrez reconnaître la chimie en phase gazeuse. Et enfin, finalement, cette émission du fond de rayonnement cosmologique, qu'on appelle le CMB, qui est le moment où l'univers s'est suffisamment dilué, suffisamment refroidi, pour qu'il devienne transparent. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est un peu comme quand vous avez une flamme de bougie allumée. La flamme est opaque. Vous ne voyez pas, c'est que du gaz pourtant, mais elle est opaque parce qu'elle est entièrement ionisée et vous ne voyez pas quelque chose qui serait derrière. Voilà, en gros, c'est un peu cette notion-là de l'état de la matière. Elle est entièrement ionisée avant l'émission du CMB. Et donc, on ne peut pas observer des photons là-dedans. C'est une espèce de brouillard de photons. En revanche, on peut commencer à observer les choses à partir du moment où l'univers devient transparent. Après la nucléosynthèse primordiale, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui a pu se construire. On ne se retrouve qu'avec les éléments légers, donc hydrogène, hélium, un tout petit peu de lithium et de beryllium, des traces de bore. Le tableau périodique, c'est encore pas rempli du tout. Il a juste été ébauché pendant le premier quart d'heure dont je vous ai parlé. Donc au moment où l'univers devient transparent, voilà l'image qu'on en a. Cette image est prise dans les micro-ondes, dans le domaine des micro-ondes. Et on peut l'observer partout. Où qu'on regarde, on reçoit ces photons de la longueur d'onde des micro-ondes. Et si on détaille vraiment ce qu'on peut y découvrir, en fait, on voit que les fluctuations sont absolument minimes. Donc ça, c'est en fait quelque part une carte de température de l'univers. Et cette température, on peut toujours la relier à une densité. Et donc on voit qu'il y a des zones un peu plus chaudes, un peu plus denses, il y a des zones un peu plus froides, un peu moins denses. Et on a donc cette espèce de carte qui montre qu'au moment où l'univers devient transparent, c'est une espèce de purée, mais qui est relativement mal mixée. Il y a des tout petits grumeaux dans la purée. Ces fluctuations sont vraiment minimes, c'est 10 millièmes de degré de différence entre la zone la plus froide et la zone la plus chaude. Donc c'est vraiment presque rien, il est quasiment parfaitement homogène, mais il y a juste cette toute petite granulation qui permet d'augurer qu'il peut se passer quelque chose. Avec du temps à disposition et la gravitation, à partir de toutes petites perturbations de densité très infimes, vous avez le temps qui passe et la gravitation va petit à petit creuser les différences de densité de la matière. En gravitation, la masse attire la masse. Donc là, vous avez quelque chose d'un peu plus massif, le reste va se densifier et petit à petit, vous allez arriver à des différences beaucoup plus grandes entre les objets liés et des zones de vide. Donc simplement, à partir de ces petites fluctuations, on peut supposer la formation des grandes structures de l'univers. Connaissant les paramètres
cosmologiques, donc en fait les acteurs du début de l'univers, la proportion de photons par rapport à la matière, le taux d'expansion, ce genre de paramètres cosmologiques, on peut simuler les débuts de l'univers. On peut se dire, bon voilà, on avait un univers avec des fluctuations absolument minimes, et on se retrouve, nous, maintenant, ce qu'on observe, c'est des galaxies, des amas de galaxies, des super amas de galaxies. Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'on arrive à simplement, en laissant le temps et la gravitation faire leur effet, est-ce qu'on arrive à obtenir cet effet-là? Et c'est ce qui vient dans ce petit film. Donc là, on part d'un univers pratiquement homogène. C'est des simulations numériques donc, qui laissent évoluer la matière à partir de fluctuations infimes avec simplement du temps et de la gravitation. Et vous voyez que petit à petit, la matière se structure, les zones denses deviennent de plus en plus denses, vous avez des espèces de nœuds et des filaments. Dans les nœuds, c'est là que vraiment la matière se concentre, et souvent elle glisse le long des filaments vers les nœuds, et vous voyez là des galaxies qui se forment à ce stade-là, grâce en partie à de la matière sombre, et aussi à partir de la matière qu'on connaît. Et en fait, avec ce genre de simulation, on se rend compte qu'en partant de ce qu'on peut observer de primordial et en comparant avec ce qu'on observe maintenant, on arrive à une très bonne adéquation. Vous changez un petit peu les paramètres, vous allez avoir une densité de filaments différente. Et donc c'est ce genre de simulation qui, d'une part, permettent évidemment de comprendre justement comment se sont passées les choses, et aussi de contraindre un petit peu les paramètres cosmologiques qu'on peut déduire de certaines observations. Grâce à cette condensation de la matière dans les nœuds et les filaments, vous avez des étoiles qui peuvent s'allumer. Une étoile, ce n'est pas grand-chose, c'est une grosse boule de gaz chaud. C'est ce qu'on peut résumer le plus simplement possible, c'est simplement une grosse boule de gaz chaud. Elle doit être grosse parce que sinon la gravitation ne peut pas la mettre en boule. Cette salle est pleine de gaz, il n'est pas en boule dans un coin. Il n'y a pas assez de masse de gaz pour que ça se passe. Dans le genre de puits de potentiel gravitationnel que sont ces filaments des grandes structures, ou que sont les nœuds des grandes structures, vous avez de quoi confiner un gaz en boule, et donc vous avez de quoi former des étoiles. La masse de la matière va la faire se contracter, et comme c'est du gaz, un gaz qu'on comprime, c'est chaud. Et donc ça va devenir chaud, de plus en plus chaud, et cette chaleur va générer une pression du gaz qui va lutter contre la gravitation. Et donc on parle d'étoiles à partir du moment où on a un équilibre entre la gravitation et la pression du gaz, donc la température du gaz. Et donc une étoile est une boule de gaz en équilibre hydrostatique qui peut donc rester en équilibre comme ça autant qu'elle peut. Du fait qu'elle est vraiment très grosse et qu'au cœur de l'étoile, il fait vraiment très très chaud, vous retrouvez en fait des conditions qui étaient celles plus ou moins de l'univers primordial ou qui s'approchent de l'univers primordial, où vous avez pu avoir une formation d'éléments. Et donc dans ces étoiles qui sont des boules de gaz constituées principalement d'hydrogène et d'hélium, un quart d'hélium et 3/4 d'hydrogène, en gros, au départ, vous allez fabriquer beaucoup plus d'hélium, vous allez finir avec un cœur qui ne sera plus que de l'hélium, parce que vous aurez consumé tout l'hydrogène du cœur, là où il fait assez chaud pour qu'il soit fusionné en hélium. On verra ces phases plus tard. Une fois que vous n'avez plus que de l'hélium, vous n'avez plus la source d'énergie qui va vous permettre de maintenir l'étoile contre sa propre gravité, donc le cœur va s'effondrer, et donc il va s'échauffer encore plus, on va passer un palier comme ça, et à partir de ce cœur d'hélium, vous allez pouvoir commencer à fusionner l'hélium. Pour ça, il faut évidemment une température beaucoup plus élevée que pour fusionner l'hydrogène. Et à partir de ce cœur d'hélium, vous allez commencer à fabriquer du carbone et de l'oxygène. Donc là, on commence déjà à avancer dans le tableau périodique des éléments. On commence à voir apparaître des éléments qui sont extrêmement intéressants pour vous. Carbone, oxygène, ça fait tilt, azote dans la foulée. Donc voilà, vous voyez que dans le cœur des étoiles, dans la deuxième partie de leur vie déjà simplement, on voit apparaître des éléments indispensables pour qu'on soit là pour en discuter. Les étoiles très massives vont pouvoir faire ces successions de contractions, de fusion, de contractions, de fusion,
successivement et en fait finir avec ce qu'on appelle une structure en pelure d'oignon. C'est assez explicite, il n'y a pas besoin de s'étaler là-dessus, où vous avez en fait des zones, la zone où la fusion peut se passer va être de plus en plus petite dans le cœur de l'étoile, parce qu'il va falloir évidemment des températures tellement énormes et gigantesques pour fusionner du silicium ou de l'oxygène, que ce sera des zones de plus en plus réduites dans le cœur. Et donc vous allez avoir une énorme enveloppe d'hydrogène, une coquille d'hélium, et petit à petit vous voyez comme ça ces couches différentes avec les éléments qui sont en fait les cendres de la phase de fusion qui a eu lieu dans cette zone-là. Les étoiles sont des énormes usines à éléments chimiques. Ce sont aussi d'énormes usines de recyclage des éléments, puisqu'elles sont capables, à partir de la cendre de la fusion précédente, d'en faire le combustible de la fusion suivante. Donc l'hélium, c'est bêtement de la cendre d'hydrogène, en fait, en quelque sorte. Et puis, si vous chauffez cette cendre, dans votre cheminée, ça ne marche pas, mais dans les étoiles, ça marche. Si vous chauffez cette cendre, eh bien, cette cendre va pouvoir aussi à son tour brûler et former du carbone et de l'oxygène, qui sont les cendres de la fusion de l'hélium, etc. Donc vous avez ces successions de phases qui vont former des éléments de plus en plus lourds, de plus en plus grimpés dans les nombres atomiques, jusqu'au moment où vous avez un cœur de fer, et où vous avez donc fabriqué tout ça. Ça, c'est ce qui se fabrique dans le cœur des étoiles. Pour les petites étoiles, l'histoire s'arrête bien avant le fer, l'histoire s'arrête déjà à la fin de l'hélium, voire même avant. Et ici, vous avez une magnifique image de ce que sera peut-être le Soleil d'ici 5 milliards d'années. Vous avez une petite naine blanche au milieu et vous avez les couches extérieures de l'étoile qui ont été éjectées. Et dans ces couches extérieures, donc là, elles sont éjectées, mais avant qu'elles soient éjectées, il peut y avoir des processus de capture de neutrons qui vont vous compléter votre tableau de manière assez parcellaire, comme ça. Et donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les éléments du processus S. On va revenir dessus tout à l'heure de manière plus détaillée. Mais donc, ce sont des captures de neutrons qui sont faites dans les couches extérieures des petites étoiles. Pour les plus grosses, la fin est beaucoup plus cataclysmique. Vous avez tous entendu parler de supernova. Donc le cœur s'effondre une fois qu'il a fabriqué du fer. Il ne peut plus fusionner le fer, on verra pourquoi. Et donc le cœur s'effondre, il n'y a plus moyen de lutter contre la gravitation. Le cœur devient une étoile à neutrons. Les couches extérieures s'effondrent, mais avec un peu de retard, rebondissent sur ce noyau et sont éjectées dans un phénomène explosif tout à fait gigantesque. Ici, vous avez un reste de supernova dans la constellation ça s'appelle le Crabe, c'est dans la constellation du Taureau. Et c'est une supernova qui a explosé donc, en 1054. Il y a eu des témoignages chinois qui ont pu exprimer qu'il y avait une nouvelle étoile comme ça. Donc pour un observateur sur Terre, une supernova, c'est tout d'un coup quelque chose de super lumineux, une étoile qui peut même être brillante en plein jour, selon quoi. Et donc c'est un phénomène énergétique gigantesque. Et pendant cette explosion, vous avez des phénomènes de fusion explosive dans les couches extérieures avant qu'elles soient éjectées dans l'univers. Et c'est là qu'on complète vraiment notre tableau périodique des éléments avec les éléments du processus R. Donc rappelez-vous, avant les étoiles, on avait ça et ces trois petits-là. Après le passage d'une étoile massive et d'une étoile non massive, on arrive à complètement compléter le tableau. Donc nous allons maintenant retrousser nos manches et attaquer phase par phase les différents processus donc, de formation des éléments. On va commencer par la nucléosynthèse primordiale. Et ici, je vous ai résumé donc, les premières étapes de manière un peu plus chiffrée, où vous avez à la fois le temps qui s'est écoulé depuis cette singularité primordiale, et puis la température de l'univers à ce moment-là. On voit que ce qui nous intéresse, c'est que typiquement le confinement des quarks dans les nucléons, donc qui se passe à quelques 2/10 millièmes de seconde, voilà la température qu'il faut avoir pour que ça se passe, en fait. Enfin, il faut être descendu à cette température-là pour que les quarks puissent être confinés. Au-dessus, ils vont simplement former une soupe primordiale, mais ils n'arrivent pas à rester confinés dans les nucléons.
Deux étapes qui sont très intéressantes pour nous, qui sont le découplage des neutrinos. Ça veut dire que certaines réactions ne peuvent avoir lieu ou ne peuvent plus avoir lieu. Donc, même si c'est un thème un peu barbare et qu'on a un peu de peine à savoir déjà ce que c'est qu'un neutrino et encore plus à savoir ce que ça peut vouloir dire que ça se découple. En évolution, on essaie plutôt d'accoupler les choses que de les découpler. C'est une phase tout à fait importante de la vie de l'univers. Ce qui nous intéresse principalement dans ce cours, c'est ce qu'on appelle la Big Bang nucléosynthesis, donc la nucléosynthèse primordiale, qui a lieu à peu près entre 100 et 1000 secondes, à des températures qui sont de l'ordre de 100 millions, voire un petit milliard de degrés. Ce qu'on appelle la recombinaison, c'est justement cette magnifique image de l'univers qui fait un peu psychédélique dans les verts, bleus, rouges. Formation des premières étoiles, quelques centaines de millions d'années après le début de l'histoire. La réionisation de l'univers, je ne vais pas entrer dedans, mais surtout, voilà, aujourd'hui, où on en est à 13,7 milliards d'années. Donc il y a eu quelques générations d'étoiles qui ont pu passer par là. Et l'univers s'est refroidi au point de ne faire plus que 2 degrés K, donc 2 degrés Kelvin, c'est-à-dire presque moins 270 degrés. Donc c'est pour ça qu'il émet dans les micro-ondes. On l'observe dans les micro-ondes à cause de sa température, en fait. Donc, à peu près à 10 millisecondes après ce qu'on peut considérer comme le démarrage de ce qu'on comprend, vous avez justement les interactions faibles, le fameux W dans mon petit schéma initial, qui sont en équilibre. Et cela permet que les électrons et les neutrinos soient à l'équilibre, justement. Vous avez la double réaction, une paire d'électrons-positrons qui se transforment en une paire de neutrinos-antineutrinos, mais vous avez assez d'énergie pour que ça remonte dans l'autre sens et créer des électrons-positrons à partir simplement des neutrinos. L'autre réaction qui est en équilibre, c'est que les neutrons et les protons peuvent se transformer en l'un ou l'autre indifféremment. Ce qu'il faut savoir, c'est que le neutron est plus lourd que le proton. Donc il faut de l'énergie à fournir au système pour arriver à ce qu'un proton se transforme en neutron. En revanche, la désintégration du neutron en proton va vous libérer de l'énergie. En physique, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions, la masse n'est qu'une façon de s'exprimer de l'énergie. L'énergie peut prendre la forme de ce que nous on entend dans le langage courant d'énergie, mais toute masse est une forme d'énergie, simplement concrétisée en masse. Et donc c'est comme ça qu'on peut créer des particules ou désintégrer des particules. Quand on désintègre, on récupère l'énergie. Quand on la crée, il faut évidemment fournir l'énergie correspondant à la masse de la particule. Donc quand il y a des différences de masse, ça vous donne l'énergie qu'il faut ajouter au système pour que l'un se transforme en l'autre. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas anodin que la flèche aille dans les deux sens, en fait. Après 100 millisecondes, l'univers, pendant ce temps, il se dilue et il se refroidit. Et donc, arrive un stade où le taux d'expansion devient plus rapide que la réaction entre les électrons et les neutrinos. Et donc, cette réaction-là, la double flèche s'arrête. Et donc, c'est ce qu'on appelle le freeze-out, ou bien justement le découplage des neutrinos. Ça correspond d'abord aux neutrinos les plus massifs. Les neutrinos, il y en a 3 sortes. Les neutrinos électroniques sont ceux qui interagissent avec la matière que nous connaissons. Mais les neutrinos mu et tau sont juste leurs gros frères et sœurs. Et c'est ceux-là qui se découplent en premier. Vers 1 seconde, c'est au tour des neutrinos électroniques de se découpler. Et donc, vous avez un gel, en fait. La réaction qui transforme le neutron en proton ou le proton en neutron n'est plus possible. Et vous avez un gel de ce rapport. C'est important de savoir combien vous avez de neutrons à disposition, je dirais, au moment où la nucléosynthèse va pouvoir se faire. Parce que tout dépend de cette valeur-là. Vous aurez une capacité à fabriquer un certain type d'éléments avec une certaine rapidité et dans une certaine quantité. Et si ce rapport-là change, vous n'avez pas le même résultat à l'arrivée. Vous n'avez pas la même quantité d'hélium à l'arrivée, typiquement. Et donc, on peut exprimer ce rapport des neutrons sur les protons avec cette formule-là. Et en gros, retenez que c'est 1/6. Il y a à peu près 1 neutron pour 6 protons au moment où le système se découple.
au moment où les protons ne peuvent plus reformer des neutrons. Puisque la différence de masse ça c'est la différence de masse entre le neutron et le proton, dans une unité de physique. Ensuite, le neutron, lui, n'est pas une particule stable. Il n'est stable que quand il est intégré dans un noyau d'atomes. Un neutron tout seul, au bout de 886 secondes, il va se désintégrer en proton. La particule lourde, le nucléon le plus stable, c'est le proton. Et donc, toutes les autres particules vont, à un moment ou à un autre, se désintégrer et former un proton. Pour le neutron, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez cette formule qui exprime en fait la rapidité avec laquelle le neutron va se retransformer en proton s'il n'est pas intégré dans un noyau. Et on peut donc prédire, en fait, avant que la nucléosynthèse vienne justement incorporer les neutrons dans les atomes et vienne les sauver en fait de leur désintégration, en quelque sorte, on peut, connaissant le rapport neutron-proton au moment du découplage, on peut calculer combien de neutrons il nous restera au moment où la nucléosynthèse va réellement commencer. À ce stade-là, si vous voulez, vous avez encore des interactions entre les protons et les neutrons, pas de transformation de l'un dans l'autre, mais où vraiment vous mettez ensemble un proton et un neutron, vous obtenez de l'énergie et du deutérium. Le deutérium étant l'isotope à un neutron de l'hydrogène. Simplement, à ces températures qui existent vers 1 seconde, cette réaction est encore en équilibre avec sa réaction inverse, en quelque sorte. Et donc, vous formez du deutérium, mais il est immédiatement détruit par des photons très énergétiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle le goulet du deutérium, c'est-à-dire que tant que le deutérium peut se photodésintégrer, vous n'allez rien avoir, ça ne va pas démarrer. Je veux dire, vous êtes obligé d'attendre que l'univers se soit suffisamment refroidi pour que votre deutérium soit stable, tienne le coup, malgré les photons qui le baignent. Vers 10 secondes, on a une température qui a chuté en dessous de 3 milliards de Kelvin. Donc, vous n'arrivez plus à fabriquer des paires. En revanche, les paires s'annihilent en produisant beaucoup de photons. Donc, vous avez une production nette de photons qui se passe à ce moment-là. Avant, les photons interagissaient entre eux, formaient des électrons-positrons, et inversement. Et donc, vous aviez une espèce d'équilibre, mais là, vous avez une production nette de photons à ce stade-là. Et puis finalement, après une centaine de secondes, vous arrivez enfin à ce que le deutérium ne soit plus photodissocié. Les photons ne sont plus assez énergétiques et ils laissent le deutérium tranquille. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir construire les éléments chimiques sur la base de ce deutérium qui existe à ce stade-là. Vous avez ici un schéma qui vous montre la température qui décroît et la fraction de masse qui est représentée en tel ou tel élément. On voit qu'évidemment, plus la température décroît, plus vous arrivez à fabriquer des éléments en quantité. À partir du moment donc, où vous avez du deutérium, vous pouvez former de l'hélium, soit en captant un neutron, soit en captant un autre deutérium, ou bien aussi simplement en captant un proton et un autre deutérium. De temps en temps, j'utilise la notation avec des flèches. C'est une particule plus une autre, flèche, une particule plus une autre. Ici, c'est l'équivalent. Ce serait deutérium plus deutérium qui forme du proton et de l'hélium 3. Donc, c'est la notion entre parenthèses. Vous avez toujours la particule captée, la particule éjectée, et puis l'élément suivant. L'hélium 3, c'est déjà bien, mais l'hélium 4 est beaucoup plus intéressant pour nous. Et sa production dépend en fait de l'hélium 3. Il faut d'abord avoir construit ce premier isotope de l'hélium pour arriver à fabriquer le reste, ou alors au moins avoir du tritium qui va réagir soit avec le proton, soit avec le deutérium. Et donc petit à petit, on grimpe, on ajoute un nucléon dans l'atome et en passant soit par un nouvel isotope, soit par un nouvel élément, on va arriver comme ça à construire un peu nos éléments chimiques. Grâce au tritium et à l'hélium 3, vous allez pouvoir, par capture d'hélium 4, fabriquer un petit peu de lithium 7 et de beryllium 7. Mais
à ce stade, ça ne va être vraiment que des traces, en fait. La principale formation de lithium et de beryllium ne va pas se faire à ce moment-là. L'univers est déjà plus assez chaud pour vraiment en fabriquer en grande quantité. Et donc, au résultat, vous n'en avez que sous forme de traces. Petit adage pour résumer tout ça, c'est que quand on part de rien du tout et qu'on n'a que 15 minutes à disposition, on ne fait pas grand-chose. On n'arrive pas à aller au-delà d'éléments extrêmement légers. C'est déjà pas mal, hein? Tous les protons de l'univers ont été créés et une bonne partie de l'hélium, c'est déjà bien. Mais ça ne fait pas encore des planètes et des êtres comme vous et moi. Je vous ai dit que, connaissant plein de choses, on pouvait déduire mathématiquement ce qui s'était passé avant le moment où l'univers devient transparent. En fait, on a une autre contrainte. Le fait de pouvoir avoir cette image du moment où l'univers devient transparent, c'est un des piliers du Big Bang, de la théorie de ce qu'on appelle le Big Bang. Mais un deuxième pilier, c'est prédire les éléments qui se sont formés pendant cette nucléosynthèse primordiale. Vous pouvez les prédire en fonction d'un paramètre qui a un nom un peu barbare, état 10, mais qui en fait, retenez simplement, c'est le rapport du nombre de baryons sur le nombre de photons. Les baryons, c'est ce qu'on appelle nucléons, protons, c'est toutes ces particules qui sont dans le noyau chimique et qui forment les éléments. Ne vous désespérez pas. Rappelez-vous, c'est simplement le nombre de neutrons et de protons, en gros, par rapport au nombre de photons. Si vous connaissez ce rapport, au moment où l'univers a les conditions pour fabriquer ce qui nous intéresse, vous pouvez prédire justement la quantité de deutérium qui va passer à travers tout ce cap. Le deutérium, donc, il va être fabriqué pendant le tout début de la nucléosynthèse, puis petit à petit, il va être redétruit pour fabriquer l'hélium. Mais il va quand même vous en rester quelque chose, puisque vous n'allez pas tout consumer en fabriquant plus que de l'hélium. Donc vous pouvez savoir qu'est-ce qui vous reste comme deutérium après cette phase-là, et vous pouvez déterminer les abondances d'hélium 3, par exemple. YP, c'est l'hélium 4 primordial, c'est une notation qu'on utilise beaucoup en astronomie. Ça vous donne la fraction d'hélium 4 en fonction de l'ensemble de la masse à disposition, donc à peu près un quart. Et puis la fraction de lithium 7. Vous voyez que le lithium 7, c'est du 10 puissance moins 10 comme fraction de masse. C'est vraiment des traces. Déjà, moins 5, ce n'est pas grand-chose, mais 10, c'est vraiment plus rien. Et donc, vous pouvez faire varier état 10, voir, du coup, comme vous pouvez exprimer ces rapports-là en fonction d'état 10, et prédire quel sera, en fonction de cette valeur, ce rapport baryon-photon, vous allez pouvoir savoir combien il va vous en rester. Et ici, j'ai juste mis en gris la valeur de ce rapport tel qu'il a pu être déterminé dans cette superbe image psychédélique de l'univers tout jeune. Donc, sur cette carte en vert et bleu et rouge et jaune qui a l'air un peu bizarre, on peut déterminer plein de paramètres, et entre autres, on peut déterminer le nombre de nucléons par rapport au nombre de photons. Et donc, on peut dire, ben voilà, avec la valeur qu'on obtient, on devrait avoir tant de lithium, tant d'hélium, tant de deutérium et tant d'hélium 4. Et donc, les chiffres que vous voyez là, c'est ceux qui sont obtenus pour cette valeur de état 10, qui a été contrainte dans l'image de l'univers à 400 000 ans. Maintenant, il y a ce qu'on observe. Alors évidemment, pour aller observer des valeurs primordiales, vu qu'entre-temps, il y a des générations d'étoiles qui ont processé la matière et qui l'ont évidemment transformée, enrichie, il faut vraiment aller observer dans des zones très particulières, des zones de formation stellaire dans des galaxies à très bas contenu en éléments chimiques lourds, ce qu'on appelle la métallicité en astronomie. Et donc il faut vraiment aller observer dans des sites très particuliers pour arriver à se rapprocher le plus possible de ces valeurs primordiales et essayer d'éviter de calculer des abondances sur une matière qui a déjà été processée par des générations d'étoiles. Vous regardez dans le Soleil, ça ne veut plus rien dire, il a déjà 2% d'éléments lourds, c'est énorme. Et donc, ça signifie que vous ne pouvez pas avoir une idée de ce que c'est que la nucléosynthèse primordiale en allant regarder dans le Soleil. Donc on est obligé d'aller vraiment observer les choses dans des zones de l'univers qu'on considère comme ayant été
comme étant restées plus ou moins intactes, ou en tout cas très proches de ce que c'était juste au moment de la formation des premières étoiles. Et en fait, si vous regardez, donc quand on va observer dans ces zones très particulières de l'univers, on voit que on est très très proche. En deutérium, on a une valeur qui est vraiment très proche de la valeur qu'on a pu prédire. L'hélium 3 aussi, ça marche très bien. L'hélium 4 aussi, on est vraiment dans le même ordre de grandeur. En revanche, le lithium, on est dans les choux. Le lithium, il faut savoir, c'est un élément qui est extrêmement délicat parce qu'il est fabriqué dans les étoiles, il est détruit dans les étoiles, il est fabriqué par rayons cosmiques, il est détruit par rayons cosmiques. Il vit tellement d'événements dans sa vie que même en allant essayer de l'observer dans des zones très très particulières de l'univers, c'est très difficile de le contraindre. Mais pour le reste, on voit que dans ces trois éléments tels qu'ils sont là, on arrive à prédire de manière très fine, en fait, l'abondance qu'on attend dans les zones où les étoiles n'ont pas encore trop processé les choses. Et c'est un des trois piliers du Big Bang, justement, cette adéquation entre ces abondances primordiales telles qu'on les connaît et celles qu'on peut observer. À ce stade-là, donc, comme je vous ai dit, on ne fait pas grand-chose en un quart d'heure et on n'a pas encore ce qu'on appelle les métaux en astronomie. En astronomie, métal, c'est tout ce qui est carbone et plus lourd. Il n'y a pas la notion d'aluminium ou de fer, enfin, on a une autre notion du métal en astronomie. Et pour nous, tout ce qui est avec une masse atomique plus lourde que 12, c'est déjà un métal. Et donc c'est pour ça qu'on parle de la métallicité des étoiles, c'est vraiment le contenu de tout ce qui n'est pas produit dans le Big Bang. Et en fait, il y a un espèce d'écueil dans la nucléosynthèse primordiale, qui est qu'il n'existe pas d'éléments stables avec une masse atomique de 5 ou de 8. Je vous ai mis quelques exemples. Avec 5, vous avez l'hélium 5, qui est un des isotopes de l'hélium, mais qui dure 10 puissance moins 22 secondes, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Le lithium 5, c'est aussi 10 puissance moins 22 secondes. Au niveau de la masse atomique avec 8, vous avez le lithium 8 qui est pas mal, 838 millisecondes, c'est quand même c'est le record de durée. Sinon, on est de nouveau dans du moins 17. Ici, on est de l'ordre de la centaine de millisecondes. Mais ici, c'est de nouveau moins 21. Bref, avec ce genre de temps de vie, vous n'arrivez pas à passer ce cap des éléments 5 et 8 et à aller plus loin dans la métallicité du milieu. En plus, non seulement c'est difficile à cause de ça, il faudrait vraiment beaucoup de temps et beaucoup de bol, mais en plus, l'univers s'est refroidi et dilué. Il est descendu en dessous de 300 millions de degrés, et il s'est dilué. Et donc, vous avez beaucoup plus de peine, vous n'arrivez plus à mettre les choses en contact et à ce que les réactions nucléaires se passent. Donc, la nucléosynthèse primordiale va s'arrêter à ce stade-là, sans éléments plus lourds que 12. Vous avez des toutes petites traces, des études plus récentes ont montré qu'on arrive quand même à fabriquer mais vraiment des traces infimes de carbone, mais c'est tout à fait confidentiel en fait, à ce stade-là. Et donc pour avoir la suite du feuilleton, il faut passer dans les étoiles. Jusque-là, voilà, on est arrivé à rien de plus. Alors, on va commencer donc par un petit résumé de la vie des étoiles, puisque ce sont maintenant notre acteur privilégié pour la suite de la nucléosynthèse. Il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne une étoile. Je vous ai résumé qu'en gros c'était une boule de gaz chaud et qu'il y avait des réactions nucléaires qui s'enchaînaient dans leur cœur. On va essayer de voir ça de manière un peu plus fine. Déjà, les principales étapes, pardon. Tout commence dans un nuage moléculaire froid et relativement dense par rapport à l'univers qu'il y a autour, qui va s'effondrer sous l'effet de son propre poids. Donc si vous avez suffisamment de masse de gaz, une petite perturbation peut permettre un effondrement. Cette perturbation, on peut y revenir plus tard. Et donc, le gaz va commencer à s'effondrer. L'effondrement ne va pas être monolithique, vous ne faites pas une étoile à partir d'un gros nuage. Il faut se rendre compte que la masse critique pour commencer à effondrer un nuage, c'est à peu près 10 000 fois la masse du Soleil, c'est de cet ordre de grandeur-là. Donc vous n'allez pas former une étoile de 10 000 masses solaires, d'accord ? En revanche, au moment où le nuage va commencer à s'effondrer,
il va se fragmenter. Vous allez avoir des sous-structures qui vont s'effondrer plus vite en fait, que la masse globale. Et donc, vous allez former des amas d'étoiles avec un nuage. Donc, le nuage qui se contracte et qui va former en fait des amas d'étoiles. Dans la formation d'une étoile, vous avez donc un espèce de réservoir de matière. Une partie va être incorporée dans l'étoile directement, et puis une partie va s'effondrer de manière un peu secondaire et va se mettre sous forme de disque autour de l'étoile. Et c'est dans ces disques qu'on suppose que les planètes naissent, en fait. Et si on observe les zones de formation stellaire actuellement, on voit que ces étoiles sont dans des cocons. Une étoile qui naît est dans un petit cocon de gaz et de poussière. Et on voit que celles qui sont un peu avancées dans leur formation, souvent ce n'est pas un cocon, c'est une espèce de tore autour d'elle, un disque autour d'elle. Et donc, la formation de planètes serait vraiment subséquente, une conséquence de la formation des étoiles. Les étoiles vont vivre leur vie. On définit une étoile par l'allumage des réactions nucléaires. Dans un nuage qui s'effondre, vous allez aussi fabriquer des choses qui ne s'allument pas, qu'on appelle des naines brunes, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une espèce d'étoile un peu ratée, qui est trop petite pour arriver à avoir la température dans son cœur suffisante pour brûler de l'hydrogène. Et donc, vous avez tout un zoo d'étoiles qui se forment, des petites, des grosses, des naines brunes. Et donc celle qu'on appelle vraiment étoile, c'est celle qui arrive à allumer l'hydrogène, donc avec des températures d'une quinzaine de millions de degrés. Et puis, durant la vie des étoiles, vous allez avoir des phases où elles vont soit perdre de la masse, d'une manière douce, mais néanmoins ferme, soit carrément exploser en supernova. Et en fait, ce gaz qui est perdu par l'étoile, c'est plus le gaz originel, il y a eu des phénomènes de mélange dans les couches de l'étoile, et donc le gaz qui repart de l'étoile, il a été en partie processé par les réactions nucléaires qu'il y a eu dans son cœur. Et donc, vous allez renvoyer du gaz dans le milieu interstellaire qui a été enrichi par la nucléosynthèse qui se passe au cœur de l'étoile. Dans le cas d'une supernova, ce gaz va vraiment être beaucoup plus enrichi que par les petites étoiles, et la dynamique de l'explosion va faire qu'il va enrichir un plus grand volume. Ensuite, ce qu'était l'étoile va finir dans le cimetière des naines blanches et des étoiles à neutrons et des trous noirs. Et puis, justement, les couches extérieures qui sont éjectées soit doucement dans le phénomène de nébuleuse planétaire, comme je vous avais montré la photo, soit sous forme d'explosion de supernova, va réintégrer donc le réservoir de gaz interstellaire. Et au niveau de la suite de l'histoire, donc je vous ai mentionné que la formation stellaire, pour faire effondrer un nuage, vous avez besoin d'une bonne masse, mais vous avez aussi besoin d'une petite perturbation, parce que sinon, ça s'effondrerait tout le temps. Et cette petite perturbation, ça peut être l'explosion d'une supernova à côté. Donc en gros, quand vous formez une étoile, si elle est assez grosse et qu'elle explose en supernova, il y a des chances qu'elle provoque la formation d'autres étoiles. Vous avez comme ça une formation stellaire induite. Et c'est pour ça que quand on parle du cycle de vie, entre guillemets, de l'évolution des étoiles, on appelle ça aussi le grand cycle de la matière, parce que vous partez d'un réservoir de gaz, vous le processez dans le cœur de l'étoile et vous le rendez à la matière interstellaire, modifié. Il y a une petite partie qui est un déchet ultime, je crois qu'on appelle ça maintenant, qui lui ne va plus participer au cycle de la matière. Mais pour vous donner un exemple, même sur une étoile extrêmement massive qui ferait peut-être 50 fois la masse du Soleil, ce qui reste, c'est à peine 2 fois la masse du Soleil. Donc il y a vraiment une énorme partie de ce gaz qui est rendu à la matière interstellaire. Et ce gaz a été processé, ça n'est plus le gaz originel. Je vous avais montré mon schéma de grosses étoiles chaudes, de grosses boules chaudes. En termes scientifiques, c'est comme ça que ça se résume. Donc là, vous avez les deux premières équations qui peuvent traduire la structure interne des étoiles. Vous pouvez exprimer ce qu'est une étoile en 4 équations, en fait. Et les deux premières sont le petit résumé rapide que je vous ai fait au tout début.
et avec surtout celle-ci qui exprime justement l'équilibre hydrostatique entre la pression et la densité du gaz. Mais il y a deux autres termes, il y a deux autres équations qui sont primordiales pour ce qui nous intéresse. D'une part, la conservation de l'énergie et le transfert radiatif, qui exprime simplement la façon dont la chaleur est redistribuée dans l'étoile. Mais dans la conservation de l'énergie, vous avez ce tout petit terme en epsilon, que j'ai mis en rouge, mais il est tellement petit qu'on ne voit presque pas qu'il est en rouge. Et c'est en fait ce qui résume l'ensemble des réactions nucléaires et des pertes neutriniques de votre étoile. Et donc tout se joue, pour ce qui nous intéresse, là-dedans, dans ce tout petit terme qui combat la gravité et qui donne la façon dont votre étoile va rayonner, en fait. Quand on les observe, on peut voir comment les étoiles se répartissent sur un diagramme qui est mythique pour l'évolution stellaire, qui est le diagramme qui décrit la luminosité de l'étoile en fonction de sa température. Sur ce diagramme-là, le froid est ici, le chaud est là, et puis ça va du moins lumineux au plus lumineux, comme ça. Le Soleil est ici, et on peut comme ça décrire la relation entre la luminosité et la température des étoiles, qui sont en fait les deux seules choses qu'on peut observer d'une étoile, sauf si elle est dans un système binaire où là on peut la peser à cause de la gravitation du système binaire. Si on n'a pas un système binaire, si vous observez simplement une étoile, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez mesurer sa luminosité, le nombre de photons qui vous arrivent, et sa température, vous allez la mesurer en fonction de la couleur de l'étoile, en fait, qui va vous donner une notion justement de sa température. Et quand on observe toutes sortes d'étoiles, on obtient ce genre de distribution dans le diagramme. De nouveau, on voit que tout n'est pas possible, et surtout que les étoiles s'accumulent dans certaines zones. Vous avez cette longue bande ici, où il y a vraiment l'accumulation de ces étoiles, et puis un gros paquet ici. En observation, en statistique des populations comme ça, je pense que c'est quelque chose de plus large que juste en astronomie, à partir du moment où vous observez beaucoup d'individus ou d'objets avec une certaine caractéristique, vous avez un lien direct avec la durée dans cette phase-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ici la séquence principale, c'est que le fait qu'il y ait une énorme accumulation d'étoiles dans cette zone-là nous fait comprendre que c'est une phase qui dure longtemps dans la vie des étoiles. Des zones beaucoup plus dépeuplées, on se rend compte que c'est des zones où les étoiles ne font sans doute que transiter, et donc on a moins de chances de pouvoir les observer à ce stade-là de leur évolution. Mais donc les étoiles, en fait, ce qu'on a compris dans l'évolution stellaire, c'est qu'elles voyagent dans ce diagramme. Elles ne sont pas à un endroit posé là pour toute leur vie, elles vont voyager dans ce diagramme. La façon dont elles voyagent peut être représentée par des modèles d'évolution stellaire. Et donc là, vous voyez que selon la masse de l'étoile, vous avez les toutes petites ici en bas et les très grosses ici, c'est toujours exprimé en fonction de la masse du Soleil. Donc depuis 80% de la masse du Soleil jusqu'à 120 fois la masse du Soleil, vous voyez qu'elles occupent déjà toute une diagonale ici. Et puis il y a des phases où elles traversent. Et dans ce diagramme que je vous ai montré avant, c'était typiquement des zones très dépeuplées. On peut déduire soit vraiment de la physique et des 4 équations qu'on a, soit de l'observation, qu'en fait, on a une relation entre la masse et la luminosité d'une étoile. À partir du moment où vous mesurez sa luminosité, vous pouvez déterminer plus ou moins la masse qu'elle est censée avoir. Et cette relation est à peu près comme la masse au cube, donc plus l'étoile est massive, plus elle va être lumineuse. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que une étoile brille parce qu'elle se contracte gravitationnellement. Ce qui est émis, c'est l'énergie gravitationnelle de l'étoile. En revanche, la durée de vie de l'étoile, elle vient du fait qu'il y a des réactions nucléaires dans le cœur qui soutiennent l'étoile et qui font qu'elle dure un peu plus longtemps, en fait. Sinon, elle se contracterait et en quelques dizaines de millions d'années, une étoile comme le Soleil aurait épuisé tout son réservoir gravitationnel. Le fait que le Soleil puisse briller pendant 10 milliards d'années, en gros, vient du fait que, justement, il y a des réactions nucléaires qui viennent refournir de l'énergie à l'étoile. On peut calculer, en fait, le temps de vie d'une étoile en regardant l'énergie à disposition et la luminosité qu'elle émet.
la luminosité était en fonction de la masse au cube. L'énergie, en gros, c'est mc carré, merci Einstein. Et donc, vous voyez que le temps de vie d'une étoile va être inversement proportionnel à sa masse au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus une étoile est massive, moins elle va vivre de temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Soleil va vivre à peu près 10 milliards d'années, en gros 5 milliards d'années sur la séquence principale, 9 milliards d'années sur la séquence principale, alors qu'une étoile de 25 fois la masse du Soleil va vivre une dizaine de millions d'années. Donc c'est des ordres de grandeur de différence, un ordre de grandeur de différence. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer, la luminosité en fonction de la température. Ensuite, il y a ce qu'on ne peut pas observer, mais qui nous intéresse au plus haut point ici, parce que c'est là où se passent les réactions nucléaires, c'est ce qui se passe dans le cœur de l'étoile. Et pour comprendre comment le cœur de l'étoile évolue, on se place dans un autre diagramme, qui est le diagramme de la température en fonction de la densité. Et dans ce grand diagramme, on peut déterminer des zones différentes, où si la matière a cette caractéristique donnée de température et de densité, il va lui arriver ceci, cela, elle va être définie par différents types de soutien de pression, par exemple, typiquement. Vous avez ici la zone hachurée, qui est la pression du gaz parfait. Dans ces domaines de température, cette relation de température et de densité, une étoile se comporte comme un gaz parfait. Donc vous avez un lien entre la température et la densité qui vous donne le type de pression qui va être générée, la pression du gaz, qui va donc lutter contre l'effondrement gravitationnel. Si vous chauffez plus, pour une même densité, vous êtes dans un domaine où c'est la pression de radiation qui va dominer. C'est les photons émis qui vont être la source de soutien de l'étoile. Et puis si vous partez dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour une température donnée, vous densifiez plus, vous allez entrer dans un domaine où le gaz devient dégénéré. Alors, dégénéré, donc ça n'a rien à voir avec des chromosomes qui se sont mal rabibochés entre eux. Pour la physique des gaz, en fait, ça veut dire que donc, la pression qui les soutient, c'est la pression qui vient du principe de Fermi. Donc on va expliquer ça tranquillement. Si vous avez un atome, vous avez le noyau de l'atome et puis vous avez les électrons autour. Schématiquement, on représente ça souvent comme un espèce de système solaire en miniature. Ces électrons-là, en fait, ils ont des niveaux d'énergie possibles en fonction de l'énergie de l'atome. Donc, si votre atome est ce qu'on dit au repos, les électrons sont au plus bas de leur niveau d'énergie possible. Mais Fermi a déterminé que deux électrons ne peuvent pas être dans le même état atomique, sur le même niveau d'énergie. Vous avez l'obligation déjà qu'ils aient un spin différent, donc ils ont une petite particularité atomique qui diffère. Du coup, vous arrivez à mettre deux électrons au même niveau d'énergie, mais pas plus. Si vous voulez rajouter un troisième électron, vous n'allez pas pouvoir le mettre au niveau fondamental, parce que ce niveau fondamental est déjà occupé. Vous allez obligatoirement le mettre sur un niveau d'énergie un tout petit peu plus élevé. Et donc, en fonction de ça, même un atome le plus au repos possible va avoir une certaine énergie qui est due au fait que vous ne pouvez pas confiner tous les électrons au niveau fondamental. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement le gaz la dégénérescence du gaz, c'est que ça va forcer votre atome à exercer une certaine pression parce qu'il doit avoir une certaine énergie minimale déterminée par ce principe d'exclusion j'ai dit Fermi, mais c'est Pauli. C'est le principe d'exclusion de Pauli, pardon. Et donc, voilà, si vous confinez, en fait, si vous confinez les atomes, ils vont pouvoir se serrer les uns contre les autres pendant un certain temps. C'est comme quand vous bourrez un métro, mais il y a un stade où on éjecte les derniers qui essayent d'entrer dans la rame, vous les mettez dehors. Enfin, il y a un moment où vous ne pouvez plus comprimer la matière plus, à cause de ce principe-là. Et donc, c'est ça qui se passe au niveau du gaz. Vous avez un stade où les atomes du gaz vont se repousser simplement à cause de ce principe d'exclusion. Et donc, voilà, vous avez une matière qu'on dit dégénérée. Ensuite, la dégénérescence peut être à différents niveaux de violence, si vous voulez, tant que vous les comprimez un petit peu, mais pas trop.
le gaz reste non relativiste, mais si vous comprimez encore plus, vous allez obtenir un gaz relativiste, dégénéré relativiste. Donc là, vous avez ces différentes zones qui vont vous décrire en fait comment la matière supporte la compression de la gravitation. Et aussi, dans l'autre sens, comment la matière supporte l'échauffement en température. Vous voyez que dans ce diagramme, il y a un stade où on retrouve les réactions qui étaient possibles durant le Big Bang. Si vous êtes dans ce domaine de température, bah c'est les conditions primordiales, en fait, avant même la nucléosynthèse primordiale. Donc ça, c'est pour le cadre dans lequel on va étudier le cœur des étoiles pour comprendre les réactions nucléaires. Ensuite, vous pouvez regarder comment ces étoiles évoluent dans ce diagramme. Si on se concentre sur le diagramme de gauche, donc vous voyez que les petites étoiles, donc là vous avez la zone qui fait la séparation entre le gaz parfait et le gaz dégénéré, et vous voyez que les petites étoiles commencent bien gentiment dans la partie gaz parfait, et puis arrivées à la fin de la fusion de l'hydrogène, elles vont traverser, elles vont changer de pente en fait, elles vont traverser la frontière entre le gaz parfait et le gaz dégénéré, et elles vont partir dans le domaine dégénéré, justement. Ce qui veut dire qu'elles vont plus se comporter de la même façon. Dans la zone dégénérée, vous voyez qu'une augmentation de la densité ne va pas forcément générer une augmentation de la température. Le gaz, normalement, si vous le comprimez, il s'échauffe, et puis voilà, c'est tout. Dans la phase dégénérée, vous pouvez avoir un effet inverse. C'est-à-dire que là, par exemple, on a augmenté la pression, la densité, pardon, et puis ça s'est échauffé, puis à un moment donné, vous continuez d'augmenter la densité, mais ça se refroidit. En fait, ça, c'est justement le signe que vous êtes en train de transférer l'énergie des ions vers vos électrons pour maintenir cette dégénérescence, justement, pour les maintenir dans des zones, dans des niveaux d'excitation possibles. Et donc, en fait, il faut de l'énergie pour ça, et cette énergie est prise dans le réservoir des ions. Et c'est pour ça que vous avez cette diminution de la température, alors que vous avez continué de comprimer votre matière. Vous voyez les zones grisées, qui sont les zones de fusion hydrostatique, donc là où l'étoile fabrique tranquillement ses réactions nucléaires, brûle le combustible qu'elle a à disposition. On verra après l'hydrogène d'abord, l'hélium ensuite, le carbone pour les plus grosses après. Donc là, vous avez une source relativement bien maîtrisée d'énergie. Et donc, vous avez ces zones où ça se passe bien. Et puis, quand vous arrivez à avoir épuisé votre combustible, l'étoile va devoir se contracter énormément et s'échauffer énormément pour pouvoir brûler la suite. Et donc ici, c'est exactement ce que vous voyez. Vous avez un échauffement et ensuite, la nouvelle phase de fusion commence. Et donc là, vous avez un petit soulagement de l'étoile qui revient vers des zones un peu moins denses et un peu moins chaudes. Elle réexpand un petit peu son cœur parce qu'elle a de nouveau une source nucléaire. Et puis ainsi de suite, donc succession des phases. Il faut évidemment ne pas être trop dégénéré pour arriver à avoir cette fusion tranquille. Et c'est donc que les plus massives qui vont pouvoir grimper très haut dans la nucléosynthèse. Ici, vous avez un schéma d'une étoile de 25 fois la masse du Soleil. Et donc, vous voyez les différentes zones qui sont notées comme ça, et elle va monter en température et en densité au fur et à mesure de ces zones de brûlage nucléaire, jusqu'au moment où elle brûlera le silicium, et où elle va atteindre justement des zones dans le diagramme température-densité, où la pression devient gigantesque et où elle ne peut plus tirer d'énergie comme ça de ces réactions nucléaires. Elle va plus pouvoir brûler le fer, et donc on arrive vraiment au bout de l'évolution possible de manière hydrostatique stable. Donc comme on a vu, la luminosité dépend de la masse, le temps de vie dépend de la masse. En fait, l'ensemble de l'évolution peut être schématiquement divisé dans les différents domaines de masse des étoiles. On appelle les étoiles de petite masse, qui vont arriver à ne brûler que leur hydrogène et ou l'hélium, enfin, et pour certaines, et l'hélium. Et vous voyez ici les masses limites qui vous permettent justement, en dessous de 47% de la masse du Soleil, vous n'allumez même pas l'hélium, vous arrivez seulement à vivre sur l'hydrogène. Et puis au-delà, vous allez arriver à
fusionner l'hélium. Ici, vous avez les étoiles en fait, qui vont l'allumer dans un milieu dégénéré, et donc en faisant un flash. Et c'est ça qui va déclencher, modifier l'intérieur de l'étoile et déclencher la fusion de l'hélium. Et puis au-delà de 2 fois 20 la masse du Soleil, vous avez des étoiles qui vont glisser gentiment entre l'hydrogène et l'hélium et brûler leur hélium de manière tout à fait tranquille. Ça, c'est ce qu'on appelle les masses intermédiaires. Au-dessus de 8 à 10 masses solaires, on commence à pouvoir envisager la fusion du carbone. De nouveau, même principe, pour certaines, ce sera seulement sous forme de flash en milieu dégénéré. Pour d'autres, ce sera simplement la suite logique et tranquille des phases de fusion antérieures. Et puis vous voyez ici un petit peu les types de rémanents stellaires. Donc une fois que l'étoile a fini sa vie, vous allez pouvoir voir si ça fait une naine blanche, white dwarf, ou bien une étoile à neutrons, ou même un trou noir. Tout ça, ça dépend simplement de la masse de l'étoile, en fait, d'après ce qu'on en a compris. Et vous avez que les plus grosses, vraiment les plus massives, qui vont, à partir de 12 fois la masse du Soleil et au-delà, ces étoiles-là vont pouvoir vraiment faire toutes les étapes de fusion hydrostatique possibles et terminer gentiment en trou noir ou en étoile à neutrons, ça dépend parce que ouais, ça c'est un peu compliqué, mais les étoiles perdent beaucoup de masse et donc même parfois des étoiles beaucoup plus massives vont avoir un rémanent beaucoup plus léger que les étoiles moins massives. Alors, au niveau des temps de vie, donc, je vous avais donné un petit exemple. Ici, vous avez un peu plus de chiffres. Pourquoi est-ce qu'on appelle séquence principale la fusion de l'hydrogène? Eh bien, tout bêtement parce qu'il dure à peu près le 90% de la vie de l'étoile. Ici, vous avez une étoile de 15 fois la masse du Soleil. On voit qu'elle passe 10 millions d'années dans sa fusion de l'hydrogène, plus que 1 million d'années dans l'hélium, donc 10 fois moins. Et puis, carbone, c'est 4000 ans, néon, 3 ans, oxygène, 2 ans. Et le silicium, c'est 7 jours de fusion. On a toujours l'impression que les étoiles, elles sont là, elles vivent, elles seront toujours là. Ben oui, non, parfois elles disparaissent. Certaines phases vont extrêmement rapidement. C'est clair qu'à vue d'homme, nous, ce qu'on voit, c'est ces deux phases-là. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, les étoiles qu'on peut observer sont permanentes et éternelles. Mais certaines sont en train de vivre des phases de fusion extrêmement rapides. Et il arrive qu'on ait la chance de voir une supernova dans sa vie. C'était arrivé justement en 1054 pour les Chinois. En revanche, comme je vous avais dit, temps de vie en M-2, donc vous avez une étoile de 1 masse solaire, là où la 15 brûlait son hydrogène en 10 millions d'années, la 1 masse solaire va mettre 1000 fois plus de temps pour combustionner son hydrogène. Là, on est de l'ordre de 10 milliards d'années. Et de nouveau, à peu près un facteur de 1 à 10 pour la fusion de l'hélium. Donc la séquence principale s'appelle comme ça parce que c'est le 90% de la vie des étoiles, en gros. La majorité des étoiles observées sont dans cette phase-là, par le lien entre la durée d'une phase et le nombre d'individus que vous pouvez observer là-dedans. Et puis côté nucléosynthèse, pendant la fusion de l'hydrogène, vous fabriquez simplement de l'hélium. Vous reprenez la même nucléosynthèse que pendant la nucléosynthèse primordiale. On n'a pas avancé encore au niveau de l'enrichissement de l'univers. Pour brûler l'hydrogène, vous avez simplement déjà la façon la plus évidente de le faire, c'est de prendre 4 protons et d'en faire de l'hélium. En gros, c'est en gros le résultat, mais évidemment, la façon de le faire est un petit peu différente. Vous ne pouvez pas prendre 4 protons, en transformer 2 en neutrons, puis pouf, c'est bon, vous avez de l'hélium 4. Vous avez des étapes qui vont faire la même chose. Typiquement ici, vous avez une réaction proton-proton, où en fait, un des protons va se transformer en neutron, et c'est pour ça que vous avez l'émission d'un positron et d'un neutrino. Et puis du coup, le résultat va être l'isotope léger de l'hydrogène, qui est le deutérium. Si ce deutérium rencontre un autre proton, il va former de l'hélium 3 avec une libération d'énergie, qui est justement ce que l'étoile recherche, entre guillemets, enfin ce qui va permettre à l'étoile de se maintenir. Donc ça, c'est la première étape indispensable. Il faut déjà former du deutérium et de l'hélium 3 pour avancer un petit peu. Et une fois que vous avez de l'hélium 3, vous avez différentes façons de le brûler, soit avec lui-même, et ça vous donne directement de l'hélium 4
avec 2 protons en rab pour continuer les réactions. Donc, en gros, vous avez utilisé 6 protons, et puis vous en relibérez 2 dans l'histoire, et vous avez fabriqué de l'hélium, l'hélium 4. Ou bien vous avez des autres branches où vous allez en fait, une fois que vous avez fait 2 fois ce cycle-là, vous pouvez capter un hélium 4 et former du beryllium 7. Et selon comment ce beryllium 7 va évoluer, soit il capture un électron, soit il capture un proton. Et du coup, vous allez quand même arriver à 2 hélium 4 à la fin, mais par des branches un petit peu différentes. Tout ça est schématisé là-dessus. Et en gros, la majorité de l'hélium est produit par la branche pp1. Les 2 autres ont une probabilité d'occurrence beaucoup plus basse. Ce phénomène, cette façon de brûler l'hydrogène est dominant pour les étoiles jusqu'à 1,3 fois la masse du Soleil. Donc c'est vraiment les petites étoiles qui sont concernées par ça. Il est très peu sensible en température puisque l'énergie produite dépend de la température à la puissance 4. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais vous verrez qu'on fait mieux avec d'autres façons de faire. Et là, je vous ai juste mentionné un peu l'énergie produite, c'est de l'ordre de la vingtaine de MeV pour chaque réaction. Ça, c'est quelque chose, c'est quoi? C'est un milliardième de grammes de TNT, quelque chose comme ça. C'est vraiment une toute petite énergie, mais pour l'étoile, évidemment, vu la quantité que l'étoile a à disposition, ça permet de la soutenir. La structure de l'étoile, quand vous combustonnez l'hydrogène de cette manière-là, vous avez une énergie qui est produite, mais relativement... l'énergie peut facilement être transférée aux couches externes de l'étoile. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un cœur radiatif, c'est-à-dire où la radiation voyage tranquillement, la chaleur produite et les photons peuvent tranquillement voyager à travers l'étoile. Et puis, vous avez en revanche une enveloppe convective où là, l'opacité fait que le transport ne peut plus se passer de manière directe. Et donc, vous avez des mouvements de matière qui se mettent en route pour transporter la chaleur. C'est comme quand vous mettez votre casserole sur le feu, quand elle bout, c'est de la convection. C'est simplement que la chaleur générée en bas, elle ne peut pas simplement rayonner tranquillement à travers votre masse d'eau. Et donc, vous avez des mouvements de matière qui viennent transporter la chaleur. Dans les étoiles, c'est la même chose. Vous avez donc des mouvements convectifs en surface. Et le cœur, en revanche, lui, il arrive à rayonner tranquillement sa chaleur à travers l'étoile. Donc le cœur est radiatif. Vous avez une deuxième façon de brûler l'hydrogène. Si vous avez déjà un peu de carbone à disposition, au moins un peu de carbone, vous pouvez l'utiliser comme catalyseur, ainsi que les éléments azote et oxygène, où en fait, ces éléments-là vont gentiment, simplement, vont absorber un proton, se transformer en autre chose, et finalement, au final, ce qu'ils vont éjecter, c'est un noyau d'hélium. Donc en fait, vous transformez d'isotope en isotope par capture de protons successives et désintégration bêta, et au final, vous récupérez un noyau d'hélium. Vos éléments CNO, ils ont changé leur état isotopique, mais et aussi ils se sont un petit peu mixés parmi, mais leur somme reste égale. Vous avez toujours carbone plus azote plus oxygène qui est constante. En revanche, il y a un glissement vers l'azote. Donc vous formez de l'azote principalement avec ce cycle, et vous allez voir que le rapport carbone sur azote va diminuer, le rapport oxygène sur azote va diminuer. Il y a un glissement net vers l'azote. Ce cycle-là est beaucoup plus sensible en température. On avait de la température puissance 4 pour les chaînes pp. Pour le CNO, vous avez du 17. C'est-à-dire que si vous augmentez un tout petit peu la température, vous allez augmenter votre production d'énergie avec un facteur 17, ordre de grandeur. Donc c'est quelque chose de tout à fait réactif en température, et c'est donc ce qui est nécessaire pour les très grosses étoiles qui ont besoin de soutenir une gravitation très puissante. Elles ont besoin de quelque chose qui soit très réactif en température. Et donc au-delà de 1,3 masse solaire, vous allez plutôt fusionner votre hydrogène de cette manière. Et ça veut dire que vous avez une très forte production d'énergie dans le cœur, qui est trop forte pour qu'elle soit simplement rayonnée vers la surface. Et donc vous avez les mouvements convectifs qui sont dans le cœur de l'étoile. Et en revanche,
le reste de la structure de l'étoile est radiative. Une fois que vous passez le cœur, la radiation arrive à transporter l'énergie. On est toujours de l'ordre de 25 MeV, hein, il n'y a pas plus qui est produite par chaque réaction. Et surtout, on n'avance pas en métallicité. Là, on n'est pas en train d'enrichir le milieu. Vous utilisez le carbone, l'azote et l'oxygène présents dans votre étoile, vous les transformez un petit peu vers l'azote, mais vous n'ajoutez pas de nouveaux éléments. Il n'y a pas, à la fin, vous avez seulement fabriqué de l'hélium. Une fois que donc cette fusion de l'hydrogène est terminée, vous avez un cœur d'hélium à votre disposition, qui est dans un premier temps trop froid pour brûler. Donc il faut une première contraction très forte. Et puis ensuite, vous allez pouvoir obtenir la fusion de l'hélium. Et en fait, vous n'avez pas juste une fusion de 2 héliums. Avant, on avait deux protons, donc 2 hydrogènes qui fusionnaient et on fabriquait quelque chose. Ici, c'est une réaction qu'on appelle 3 alpha. Pour nous, alpha, c'est un noyau d'hélium, justement. Donc vous devez utiliser 3 noyaux d'hélium, en fait, pour finir par fabriquer du carbone. Vous avez 2 étapes. D'abord, l'hélium fusionne avec lui-même et forme du beryllium 8 avec de l'énergie libérée. Et puis, ce beryllium 8 doit pouvoir interagir avec l'hélium avant de se désintégrer. Et dans ce cas-là, il va fabriquer un noyau de carbone qui est dans un état excité, donc qui a une énergie surnuméraire, et qui va se décomposer, qui va libérer cette énergie en émettant un photon. Et en fait, pour la petite histoire, cette réaction, donc, elle a été prédite déjà en 1952, elle a été comprise en 1952 par Salpeter, mais en 1954, Hoyle a pu prédire le niveau d'excitation. Là, c'était théorique, on se disait il faut un atome de carbone excité, mais on ne l'avait pas observé, on ne savait pas si ça existait réellement. Et en 1954, Hoyle a pu prédire qu'il fallait 7,7 MeV de quantité d'énergie en plus dans ce noyau. Et donc il a pu prédire le niveau d'excitation nécessaire pour cet atome du carbone, avec des considérations d'abondance observées actuellement. Donc il a regardé qu'est-ce qu'il fallait comme énergie surnuméraire à cet atome à l'arrivée de la réaction 3-alpha pour pouvoir prédire les abondances qu'on observe. Et donc il a déterminé que c'était à un niveau de 7,7 MeV, et en fait ça a été observé par la suite. Il y a eu confirmation de ce niveau théoriquement construit en fait, d'excitation de l'atome du carbone. Cette réaction est très réactive en température, hein, à la puissance 25 cette fois. Donc vous voyez que là, l'étoile, elle réagit très vite. Si elle se contracte un petit peu, elle fabrique beaucoup d'énergie nucléaire et donc elle ne va pas s'effondrer. En revanche, on produit beaucoup moins d'énergie. Vous vous rappelez, on était dans la vingtaine, l'ordre de la vingtaine de MeV pour la fusion de l'hydrogène. Avec l'hélium, c'est à peu près 3 fois moins. Vous avez aussi moins de particules à disposition, d'atomes à disposition, puisqu'à partir de 4 protons, vous ne faites plus qu'un hélium. Donc vous avez moins de particules à disposition et vous avez moins d'énergie produite par chaque réaction. Et c'est ce qui vous explique pourquoi la phase dure aussi peu de temps. Elle ne dure plus que 10% de la phase de l'hydrogène. Pendant la fusion de l'hélium, vous avez une température qui vous permet d'avoir d'autres réactions qui vont avoir lieu. Je vous ai mis là quelques chaînes de réactions. Vous avez aussi le carbone 12 que vous avez fabriqué peut, lui, à son tour, capter un noyau d'hélium et fabriquer l'oxygène. Ensuite, vous avez cet oxygène-là, s'il fait suffisamment chaud, donc dans la deuxième phase de la fusion de l'hélium, cet oxygène-là peut à son tour capter un hélium et fabriquer du néon. Ça, ce sont les principales réactions qui a lieu à ce moment-là. Mais vous voyez que la capture de noyaux d'hélium se fait aussi par d'autres éléments ou d'autres isotopes. Typiquement, quand c'était du carbone 12, on avait une émission de photons pour fabriquer de l'oxygène 16. Quand vous avez du carbone 13, vous émettez un neutron pour faire l'oxygène 16. Et ça, c'est une réaction qui va devenir très intéressante pour nous plus tard. Je vous ai parlé de réactions qui impliquaient des captures de neutrons. Là, vous avez une source de neutrons, typiquement, pour les étoiles de relativement petite masse. Pour les étoiles un petit peu plus massives, à partir de capture de noyaux d'hélium depuis l'azote 14, en passant par le fluor 18, l'oxygène 18 qui en recapture un, le néon 22,
vous avez un embranchement qui va rendre possible soit la production de magnésium-26 avec la capture d'alpha et une émission de photons, mais vous avez de nouveau une réaction ici qui est fondamentale pour les captures de neutrons plus tard, qui est donc la capture d'un alpha, émission de neutrons et fabrication de magnésium-25. Donc là, vous avez deux réactions sources de neutrons, et on reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, eh bien, ça va être la fin de l'évolution pour toutes les étoiles de moins de 8 masses solaires. Elles ne vont pas pouvoir brûler au-delà de l'hélium. Et donc, en fait, elles terminent leur vie en ayant fabriqué un peu de carbone, pas mal d'oxygène, du néon, du magnésium, et en ayant pas mal de neutrons à disposition. À partir de ce stade-là, vous allez avoir ce qu'on appelle un découplage entre le cœur et l'enveloppe. Vous allez avoir le cœur qui va évoluer à son rythme, de plus en plus rapide. On a vu de moins en moins d'énergie à disposition par réaction, de moins en moins de nucléons, d'atomes mis en jeu. Et puis vous avez l'enveloppe qui, elle, va évoluer selon son rythme de vie de l'enveloppe. Alors le rythme de vie de l'enveloppe, en gros, c'est ce qu'on appelle le temps de Kelvin-Helmholtz. C'est le temps typique de sa contraction. Donc on regarde simplement le temps qu'elle met prêt pour se contracter. On compare ça avec sa luminosité en termes de photons, d'émission de photons, et ça vous donne un ordre de grandeur d'à peu près 100 000 ans à 1 million d'années. Donc l'enveloppe évolue sur des temps de vie de à peu près 1 million d'années. Au niveau du noyau, vous allez avoir le temps de la contraction d'abord, puis le temps du brûlage du carbone qu'elle a à disposition. Et donc, ce terme-là exprime justement le temps de contraction. Et puis, le temps de brûlage, en gros, c'est l'énergie produite pour fabriquer du carbone, pour fusionner le carbone, fois la masse à disposition dans le noyau. Et tout ça, cette fois, vous voyez que c'est ramené non pas à la luminosité en photons, mais à la luminosité en neutrinos. Parce qu'à partir de ce stade-là, une bonne partie de l'énergie que vous fabriquez va partir sous forme de neutrinos. Et les neutrinos, c'est complètement perdu pour l'étoile. Les neutrinos n'interagissent pas avec le gaz, et donc ils sont évacués en emmenant leur énergie. Et donc l'étoile va récupérer moins d'énergie de ce qu'elle produit. Du coup, le noyau, lui, va évoluer sur typiquement des échelles de temps d'à peu près le millier d'années. Donc il y a un facteur 1000 entre le temps de vie de l'enveloppe, ce qui va se passer en surface, et ce qui va se passer en profondeur. En gros, ça veut dire que même si en profondeur, vous avez des bouleversements gigantesques, l'enveloppe, elle, ne va pas du tout avoir le temps de s'en rendre compte, en fait. Et donc si on reprend notre fameux diagramme luminosité-température, votre étoile va rester là où elle était à la fin de l'hélium. Elle ne va plus tellement bouger parce que l'enveloppe ne va pas savoir ce qui se passe dans le cœur, en fait. Et dans le cœur, même si là, l'étoile évolue énormément sur l'autre diagramme, le diagramme température en fonction de la densité que je vous ai montré, là, votre étoile va voyager à fond là-dedans. En surface, vous n'allez plus rien voir comme différence. C'est pour ça que peut-être vous avez entendu parler de Bételgeuse, on dit que oui, Bételgeuse va peut-être exploser en supernova. On sait qu'elle est dans une de ces phases avancées, mais on ne sait pas où exactement elle en est. Est-ce qu'elle en est déjà dans la phase qui dure 7 jours, ou est-ce qu'elle est encore dans la phase qui dure 1 million d'années? On ne sait pas. Donc en gros, elle peut exploser entre 7 jours et la semaine prochaine et dans 1 million d'années. C'est à cause de ça, c'est qu'en surface, on ne voit plus rien. Et la seule façon d'avoir accès à ce qui se passe dans les étoiles, c'est de regarder où elles sont en surface. Et donc voilà, on ne peut pas savoir exactement où en est une étoile quand elle a dépassé ses phases de fusion avancée.